Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et oui, un jingle plein de signification puisque notre invité du jour, ici présent, est en Israël depuis 50 ans pile. À quelques jours près, oui, je crois. Je suis monté en avril 68, donc ça ferait près de 50 ans. Alors, on va quand même vous présenter. On va vous présenter avec tous vos prénoms parce que ces prénoms-là sont chargés d'histoire pour vous. Et ils ne sont pas, bien sûr, étrangers à votre présence en Eretz Israël. Vous vous appelez Azaria Jean-Jacques Théodore Rhin. Vous êtes professeur à l'université de médecine d'Hadassah Ein Kerem et vous dirigez le service de cardiologie pédiatrique. Voilà. On a tout dit. Alors, vous m'avez dit en préparant l'émission que ces trois prénoms que vous portez avec beaucoup de fierté sont aussi responsables, entre guillemets, du fait que vous ayez décidé en 68 de venir. Je ne sais pas s'ils sont responsables, mais en tout cas, ils sont liés à mon histoire et liés à l'histoire de mes parents et de ma Alia, puisque... ces trois prénoms, Azaria, Jean-Jacques et Théodore, sont liés à des proches qui ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Azaria étant le nom hébraïque d'un frère de mon père qui s'appelait Alfred Azaria, qui a été arrêté en 1944 et déporté et qui n'est pas revenu. Et Jean-Jacques était donc un autre frère de mon père, Jean-Jacques Rhin, qui lui aussi il a été dans les responsable d'ESI dans le sud, un des responsables d'ESI dans le sud de la France et qui ensuite a rejoint donc la résistance et s'est fait arrêter à Lyon en 1943, a été déporté, n'est pas revenu de Sobibor. Et Théodore, le père de mon grand-père, le père de ma mère, que je n'ai évidemment pas connu, qui lui a été déporté de Lyon en 1944. Lors d'une rafle à Lyon. Lui, il était responsable de la Société populaire de Lyon. Donc, ils ont d'ailleurs tous les trois été déportés dans des temps différents, mais dans les rafles de la rue Sainte-Catherine à Lyon. Une fois en 1943, une fois en 1944. Ils ne sont pas revenus. Donc, j'ai hérité de ces trois prénoms qui sont donc très lourds chargés de sens. C'est difficile de porter trois prénoms comme ça ? Oui, enfin c'est difficile, mais d'abord ça fait partie de mon histoire. Et puis ça a été difficile à un moment, je me souviens, on en parlait relativement peu à la maison, on ne parlait pas de ce qui s'était passé. Il y avait des photos, surtout des oncles, donc de Jean-Jacques et d'Azaria. Et je me souviens que la première fois que mon père en a parlé, ça m'a bar mitzvah, je l'ai beaucoup voulu, parce que c'était un moment qui devait être un moment heureux. Et donc il a mentionné donc ces chers disparus. Ça m'avait beaucoup troublé. Mais ensuite, je pense que je porte ces noms que je porte, sont chargés d'histoire. J'ai continué, si vous voulez, à m'intéresser à ce qui leur était arrivé. D'ailleurs, j'ai trouvé énormément de choses dans les archives de mon père. Mais disons que c'est une part importante de la raison pour laquelle je suis aujourd'hui en Israël et je ne suis pas en France. Pourquoi ? Parce que vous aviez envie d'être la génération suivante. C'est comme une renaissance ou une vengeance ? Je ne sais pas si je l'ai vécu comme vengeance. Je l'ai vécu comme en France, comme il était évident pour mes sœurs et moi, j'ai 3 sœurs, que notre vie ne se ferait pas en France, ne se ferait plus en Europe, dans la mesure où, avec ce qui s'était passé, il était indigne pour nous deux. Il est impossible de vivre en tant que juif en Europe. Donc, notre famille, dès le départ, a été une famille très sioniste. Mon père avait presque une dizaine de frères et sœurs, et la moitié ont fait leur alliage juste après la Seconde Guerre mondiale, entre les années... Un d'ailleurs est parti pendant la guerre. Alors, vous n'avez jamais demandé à vos parents pourquoi eux ne sont pas partis ? Si, évidemment. C'est-à-dire que donc, il était tellement évident pour nous que nous ferions notre alia, que nous ne vivrions pas en France, qu'à un moment, je leur avais demandé, d'ailleurs beaucoup plus tard, je leur ai redemandé pourquoi ils n'ont pas fait leur alia.
C'était tout d'abord pour des raisons pratiques. Mon père était impliqué dans la restructuration, si vous voulez, du judaïsme en France. Il a travaillé pendant la guerre et juste après la guerre à Lausée, à Marseille, ensuite à Paris. Donc jusqu'en 1952, je pense qu'il était impliqué dans Lausée. Et ensuite, il a commencé à travailler et il était impliqué dans la communauté juive, surtout à la rue Montevideo pendant des années, jusqu'à sa propre alliée en 1982, enfin jusque dans les années 70 en tout cas. Donc ils ont différé leur alia plutôt qu'ils ne l'ont pas faite. Ils l'ont différé pour s'occuper de la communauté, de la restructuration de la communauté après la guerre. Alors, vous êtes, bac en poche, vous décidez de monter finalement en Israël, c'est juste après la guerre des 6 jours, puisque vous passez votre bac en pleine guerre, on va dire, en France, vous passez votre bac. Voilà, alors j'ai d'abord, le primaire, je l'ai fait à l'école communale, donc je ne connaissais pas vraiment, j'étais donc à l'école communale, la ville de Puteaux d'ailleurs, mais le secondaire, je l'ai fait à l'école Yabné. Nous étions une classe, une trentaine. On ne parlait pas de Aliyah. On parlait de ce qu'on allait faire dans l'avenir, mais quand on a passé notre bac en 1967, c'était déjà sous-jacent. On en parlait, on parlait d'une année qu'on va faire en Israël, ou 2 années qu'on va faire en Israël. Et aujourd'hui, dans ces classes, je pense que pratiquement tout le monde a fait son Aliyah dans notre classe. Pratiquement. Alors, vous montez, vous, en 68, et vous ne décidez pas de continuer tout de suite ou de commencer tout de suite vos études, mais de faire un an de yeshiva. Pourquoi ce choix ? Oui, alors d'abord j'avais un an d'avance, donc j'avais décidé, avec l'accord de mes parents, donc de faire une année de yeshiva que j'ai commencé d'abord en Europe, et j'ai continué donc vous étiez en avril, d'abord. C'est ça, et j'ai continué, je suis venu en avril 68, continuer mon année de yeshiva dans l'yeshiva litaït, c'est l'yeshiva je dirais très noir de l'yeshiva orthodoxe, ultra-orthodoxe de Ber Yaakov. Et donc c'était en fait quelques jours avant les événements de mai 68. Vous avez tout raté. J'ai tout raté. J'ai raté, mais alors à ce moment-là, au même moment, on m'a parlé le service militaire en France était encore obligatoire, le service militaire en Israël était évidemment obligatoire, mais il y avait des accords franco-israéliens qui dataient de 56, et on pouvait remplir ce qu'on appelait le formulaire B, qui faisait qu'avec le formulaire B, on était exempt des deux. Quand on servait dans une année, on était exempté du service militaire dans l'autre. Donc, mais il y avait une fourchette de temps qui était très limitée. Et à ce moment-là, donc, j'ai décidé de faire l'armée, de quitter la yeshiva et de faire l'armée directement. Alors, yeshiva ultra-orthodoxe et armée, à l'époque non plus, c'était pas tellement compatible. Comment vous avez été perçu par le Rav de la yeshiva, un grand monsieur, le Rav Olbe? Le Rav Olbe d'abord a essayé de me convaincre que c'était pas... ça ne sied pas vraiment de faire l'armée, que ça pouvait être, et que j'avais peut-être mieux à faire dans la vie, rester les yeshivas, etc., etc. Et quand il a compris relativement rapidement que j'étais convaincu que je voulais faire l'armée, alors là, il s'est mis de mon côté et il m'a dit alors on va rester en contact. Et pendant, je veux dire que j'ai fait l'armée, j'étais dans le Nahal à ce moment-là et on s'écrivait, il m'écrivait, je lui répondais quand j'étais à l'armée. Et ensuite, on est resté en très très proche relation, à tel point que quand je me suis marié en 75, donc un peu plus tard, c'est lui qui nous a mariés, c'est le Rav Olbe qui nous a mariés. Les yeshivot, la seule yeshiva qui n'était pas une yeshiva à l'époque, c'était comme ça. Ouais. Il y avait Merkaz Harav, il y avait aussi Kerem Beyavne, il y avait très peu de yeshivot aujourd'hui, et le SDR n'existait pas encore de toute façon. Donc il n'y avait pas trop le choix. Voilà, donc j'ai fait l'armée, donc jusqu'en 1 an et demi d'armée. Et ensuite, j'ai commencé directement de l'armée, j'ai commencé mes études. D'ailleurs, en fait, je n'ai même pas fini l'armée puisque j'ai raccourci l'armée. J'étais en sursis pendant de longues années jusqu'à la guerre de Kippour, en fait. C'est là qu'on m'a libéré de mon sursis, en fait.
Donc j'ai fait l'armée, j'ai commencé à faire d'abord une année de biologie. Alors justement, commencer des études de biologie alors que vous vouliez faire médecine, ça n'a dû pas tellement plaire à vos parents qui auraient préféré vous voir, j'imagine, même s'ils étaient très sionistes, etc. Il y a toujours une espèce d'ambivalence Oui, alors, à cette époque chez les Juifs de France. Alors on est en 69, tout se passe bien relativement en France, c'est ces belles années. On est en Israël, c'est pas la gloire. C'est compliqué, c'est difficile. Je finis l'armée, je voulais faire médecine, j'ai envoyé un dossier qui n'est jamais arrivé, donc on m'a proposé de faire une année de biologie. Ma mère qui voulait me voir près d'elle à Paris a dit on va t'inscrire en médecine. Elle m'a inscrit en médecine à la Riboisière, donc j'étais inscrit à la Riboisière. J'ai dit non merci. Mais pourquoi, après tout Je me sentais pas. D'abord, je ne voulais pas passer repasser une année à Paris puisque il faut voir, j'avais fait ma LIA. J'étais pendant un an et demi à l'armée. J'avais fait énormément d'efforts pour cacher mon accent. J'allais pas retourner à Paris, passer un an à Paris, et je me suis dit, tant pis, je ferai une année de biologie ici, et je me représentais, je referai ma demande de médecine à partir de... Vous avez toujours voulu être médecin ? J'ai toujours... C'est une question... je sais pas que depuis quand date toujours, mais depuis que je me souviens, je voulais être médecin, oui. Ouais. Et médecin en Israël, j'imagine que ça avait une signification toute particulière pour vous ? Alors, vous occupez d'enfants aujourd'hui, mais... j'ai toujours voulu être j'ai toujours voulu faire médecine. En Israël, encore plus parce que j'ai voulu vivre en Israël, mais j'aurais pu être médecin en France si je n'avais pas fait ma LIA. Je pense que j'aurais eu cette même... Je pense que j'aurais eu cette même satisfaction professionnelle de soigner les autres en France. C'est un autre sens, mais je pense que je ne suis pas sûr que j'étais conscient de ce sens au moment où j'ai commencé, où j'ai fait ma demande d'entrer en médecine à la faculté de médecine d'Adassa. Alors, Adassa, vous y êtes pratiquement depuis votre arrivée, on peut dire ça comme ça. Alors, je suis à Adassa. Même si vous avez fait des allers-retours, vous êtes spécialisé à l'étranger, vous avez été à Harvard aussi pendant près de 4 ans, je crois. C'était comment, Adassa ? Ça a beaucoup changé. Alors, il faut voir, Adassa, une carrière a été créée en 61, et moi, j'ai commencé mes études en 69, donc c'est 8 ans après. C'était un hôpital qui était un grand hôpital, le seul hôpital universitaire en Israël, qui d'ailleurs, c'est toujours le seul hôpital universitaire. L'équipement était ultra moderne, c'est un hôpital américain, les prises étaient américaines. C'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, et la qualité de l'enseignement et de recherche était vraiment d'un très haut niveau. C'est toujours le cas aujourd'hui ? C'est toujours le cas. On connaît les difficultés financières à travers lesquelles Adassa passe en ce moment, ou est passé en ce moment, parce que ça va quand même mieux. Mais sur le plan du niveau scientifique, c'est toujours incomparable à tout ce que je connais en Israël. C'est toujours Adassa qui publie le plus grand nombre de publications, etc. C'est vraiment... le niveau est quand même... je parle du niveau scientifique. Niveau clinique, on trouve des meilleurs services. Certains services sont meilleurs, sauf mon service évidemment. Certains services sont meilleurs... dans d'autres hôpitaux qu'Adassa. Quand récemment, on a vu les médecins planter la tente au Gan Saker avec tous ces patients, etc., en révolte pour améliorer les services, ça vous a fait mal ? Vous avez essayé de faire quelque chose c'était d'abord un épisode triste et grave, en fait. Moi-même, j'étais impliqué dans le musée, j'étais, on appelle un terme, médiateur entre la direction d'Adassa et le service d'oncologie pédiatrique. Ça n'a pas servi à grand-chose. Je pense que de part et d'autre, il y a des erreurs qui ont été faites, des deux côtés. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et c'est fort dommage pour tout le monde, en fait. Tout d'abord pour les patients, pour les jeunes patients, qui aujourd'hui n'ont toujours pas trouvé de véritable solution. Ils sont soignés dans d'autres hôpitaux, y compris dans les hôpitaux. Parce que le service Le service existe, mais c'est plus le même service.
C'est dommage pour les médecins, qui sont tous d'excellents médecins, vraiment d'excellents. Le service d'oncologie pédiatrique est un très bon service. Les médecins étaient des très bons médecins, et c'est dommage pour Hadassah, et c'est dommage je pense, pour la société israélienne d'avoir perdu un si bon service de cancérologie pédiatrique pour des raisons... toutes les raisons ne sont pas... Ouais. Financières ? Pas seulement. Entre autres. Pas seulement. Alors, cet hôpital que vous aimez, que vous chérissez, on peut le dire, vous êtes parti aussi, à un moment, dans votre parcours, à Harvard pour vous perfectionner. C'est un passage obligé pour les médecins israéliens d'aller à l'étranger, voir d'autres choses, apprendre d'autres choses ? Si on veut faire ça sérieusement, oui. Parce que, d'abord, pour des raisons pragmatiques, on voit, si je vois 100 cas de ce qu'on appelle de cardiopathie congénitale en Israël, pendant une certaine période, je verrai 10 fois plus de cas aux États-Unis, dans les bons services. À part ça, je pense que l'enseignement, le niveau aux États-Unis est extraordinaire. Et donc, voir comment la médecine se fait, la cardiologie pédiatrique se pratique et se recherche à Boston, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça donne une plus-value énorme à ce médecin qui va faire ce qu'on appelle une fellowship aux États-Unis et qui revient avec ce bagage. Et donc, pratiquement tous les services, il y a quelqu'un ou plusieurs ont fait ça. Et continuent à faire ça. Ils ont fait des appels du pied, ils ont voulu vous garder. Ah oui, alors il y a plusieurs fois. J'ai même eu le chef de service de cardiologie pédiatrique à Boston qui a écrit une lettre à l'époque, c'était le professeur Sami Pinchas qui dirigeait Hadassah, qui lui a dit que ça se fait en général. Si on veut recruter quelqu'un, il faut faire appel à l'hôpital principal. Donc, il a écrit une lettre officielle demandant de me recruter, sans que je ne sois au courant. Et j'ai reçu une réponse assez violente du directeur de l'hôpital en disant comment peux-tu faire ça, etc. Je dis que je n'étais pas au courant. Bref, donc j'ai eu beaucoup d'appels, et beaucoup d'appels surtout très... sur le plan et professionnel, et évidemment sur le plan financier, qui était extrêmement intéressant. Vous les avez refusés? Je les ai refusés parce que je ne me voyais pas, alors que Boston est une ville absolument extraordinaire, même dans le domaine de l'éducation juive, il y a une très bonne école juive, etc. C'est celle de Rav Soloveitchik, donc l'école de Maimonides, où étaient mes 4 enfants. Je ne me voyais pas les éduquer ou leur donner toute leur éducation aux États-Unis, surtout vivre aux États-Unis. Donc, on était plusieurs fois aux États-Unis, une fois pour 2 ans et 2 fois pour 1 an. Mais rester, non. Jamais resté. Et... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, au-delà de votre profession, etc., votre engagement à Israël, votre conscience et votre identité juive, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre vie? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que il m'est extrêmement difficile de considérer une vie juive, une pratique juive, peut-être pour moi, mais pas pour mes enfants, et sûrement pas pour mes petits-enfants, dans un lieu comme la France, et même comme les États-Unis, où en fin de compte, la seule chose qu'on va faire aux États-Unis, c'est essayer de protéger donc cette judaïté, surtout protégée par une halakha très stricte et très orthodoxe, sans aucune création, sans aucune adaptation, sans aucune... ne pas participer, si vous voulez, à ce qui se crée, ce qui se fait tous les jours en Israël. Le fait que mes enfants aujourd'hui sont eux aussi adultes, ont des enfants et participent à la vie active. J'ai une fille qui est directrice d'école. J'ai une autre fille qui s'occupe de thérapie par l'art. J'ai le troisième garçon, le troisième enfant qui est un garçon, lui a fait médecine aussi à Hadassah d'ailleurs. Et c'est spécialisé en neurologie. Ils font tous partie, le dernier est psychologue clinique, ils sont tous partis donc de ce qu'on appelle de l'ASIA, de ce qu'on fait en Israël. C'était ça auquel vous vouliez arriver. C'était ça qui était important. Ma femme et moi, vous. on l'a toujours pensé comme ça. On n'imaginait pas vivre et créer une famille
en dehors d'Israël. Vous avez lutté beaucoup pour ça? Non. C'était dur ou c'était naturel? Pas du tout. C'est-à-dire sur le plan, disons sur le plan idéologique, on était sionistes, on ne l'est plus parce qu'on vit en Israël. Mais ça n'a pas posé de problème. Les véritables questions qui se posent pour un Olé Hadash, je suis toujours un Olé Hadash depuis 50 ans, ce sont des questions plus affectives. Ce sont les lieux de mémoire qu'on a toujours gardés. C'est-à-dire que même si les repères affectifs. Les repères affectifs, même si par exemple, les odeurs que je préfère aujourd'hui, c'est le lilas et c'est pas la fleur d'oranger. J'aime beaucoup la fleur d'oranger, mais le lilas, c'est les odeurs de votre enfance. De mon enfance. Ce sont les paysages français. Je passe plus volontiers mes vacances en France que je les passe en Israël. Mais là, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment... ça, on ne peut pas lutter. Je pense il ne faut pas lutter contre les lieux de mémoire et contre les souvenirs qu'on a. On a des souvenirs les souvenirs d'enfance sont restés gravés. Je n'ai pas de souvenirs d'enfance en Israël. Mes enfants, oui, mais moi, non. Quel est le moment où vous vous êtes senti le plus à votre place, on va dire? Le moment où vous étiez fier d'être là et... Au début. Au tout début? Tout d'abord au début. Au début, quand je suis venu donc en avril 68. En juillet 68, j'étais à l'armée. Donc un an après les guerres, c'est toujours très fier d'être soldat de Tsahal. J'étais un simple troufion, puisque je suis resté Khayal Pachout pendant de longues années. J'étais très fier d'être... et je cachais mon accent français. Je dis que la Alia, je pense... j'essayais de camoufler mon accent français. Et je dis que la Alia est réussie à partir du moment où on n'essaie plus de camoufler son accent. Okay. Et le plus beau souvenir de tous ces moments-là, ça c'était un souvenir fort qui vous reste, ok. Et après tout ce que vous avez fait, j'imagine les enfants que vous avez dû sauver, vous avez participé, on l'a pas dit, mais depuis 2005, vous êtes au bord, on va dire, d'un Cœur pour la peste, une association qui aide des enfants qui ont besoin de transplantation cardiaque ou de soins à obtenir ces soins-là. Vous les aidez, vous les prenez en charge. C'est une association extraordinaire avec Muriel Haïm. Oui, parce que l'association Un Cœur pour la paix qu'on a créée en 2005 est une association qui s'occupe d'enfants palestiniens qui n'ont pas accès aux soins en cardiologie pédiatrique. Donc on a financé ça. C'est une association française qui a partagé, si vous voulez, les frais de prise en charge avec Hadassah depuis aujourd'hui 13 ans, ça marche très bien, qui aide à la formation de médecins palestiniens pour qu'eux aient leur propre autonomie et eux fassent le dépistage, le suivi en Cisjordanie, ouvrent leur propre clinique, et ça marche très bien. Il y a une satisfaction professionnelle que j'ai tous les jours dans tous les domaines. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je me lève et je vais au travail avec bonheur, ce qui est pas donné à tout le monde, et j'en suis conscient. Je suis vraiment conscient. Mon grand bonheur, d'abord, mes bonheurs sont surtout familiaux, en fait. C'est le mariage avec ma femme en Israël. Ce sont les enfants qui sont... 3 des 4 sont nés en Israël. Il y en a un qui est né malheureusement à Boston, mais il est israélien aussi. C'est ça, c'est participer assis en Israël, participer à la vie en Israël, créer la vie en Israël, et d'occuper une position, significative dans la science, en médecine en Israël. Ça, c'était important. Mais le véritable bonheur, c'est être là. C'est continuer à être là. On est très écoutés aussi en dehors des frontières d'Israël. Est-ce que parfois des gens qui nous regardent un peu par le petit bout de la lorgnette, parfois des gens qui aimeraient venir en Israël et qui profitent de nos programmes pour voir comment ça se passe, qu'est-ce que vous conseillerez à des gens qui aimeraient éventuellement faire leur alia, des médecins, des scientifiques qui hésitent, qui ne savent pas trop... si ça va être possible, pour qui tout recommencer paraît un peu compliqué, parce qu'il y a un peu tous les âges, il y a les jeunes, ok, pour qui peut-être c'est plus facile. Je pense que la question est une très bonne question, je pense que ça dépend des âges.
Je pense que s'il s'agit de jeunes qui viennent de faire passer son bac, qui pensent à une carrière, etc., il faut venir en Israël. On finira par la faire. Il faut venir en Israël parce qu'ensuite, on ne vient plus. On ne vient plus, c'est beaucoup plus difficile de venir. Venir avec une profession déjà bien établie, c'est extrêmement difficile. Un médecin... On en voit beaucoup, vous savez. Oui, les médecins qui sont déjà médecins, qui ont cabinet, qui marchent très bien en France, le médecin hospitalier qui ensuite essaie de s'insérer dans la médecine en Israël, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile, très frustrant. Alors que commencer ça au départ, en tant qu'étudiant, c'est plus facile. On en voit beaucoup. Moi, je suis surtout frappé par le fait que je vois à Dassa ce qu'on appelle les Sherut Leumi. Sherut Leumi, pendant des années, c'était des jeunes filles qui ne voulaient pas faire l'armée, qui voulaient... Ouais. Aujourd'hui, Sherut Leumi à Dassa, à mon avis, je ne connais pas les chiffres, mais ça ne parle que français. Ce sont des jeunes filles qui ont fait leur bac en France et qui ont fait leur Aliyah, qui font le Sherut Leumi et dans le cadre du Sherut, commencer à envisager leur avenir. Certains vont commencer des études de médecine, d'autres vont faire dentiste, infirmière, etc. Et c'est seulement comme ça qu'on peut le faire. Je ne vois pas d'avenir, on ne va pas parler de politique, mais disons en tout cas de judaïsme, avenir, une ou deux, trois générations en France, c'est l'avenir. Je ne vois pas d'avenir du judaïsme en France. Même s'il y a toujours un judaïsme en Europe, ça sera de plus en plus extrêmement difficile, ou alors il faudra se cantonner dans un ghetto ultra-orthodoxe. Et je parle maintenant pas de la menace antisémite, je parle seulement du fait de transmettre des valeurs juives dans un monde où on est toujours en retrait, on est forcément en retrait, puisqu'on ne participe pas à la CIA en France. Et ceux qui participent vont s'assimiler. Donc, on n'a que de choix que de faire... Si on veut rester juif, si on veut que nos enfants, nos petits-enfants juifs, on a de choix que de faire ça, l'IA. Et bien sur ces paroles sages, on va se quitter. En tout cas, c'était un plaisir de faire connaissance ensemble aujourd'hui. Ben voilà, et j'espère que votre parcours donnera des forces à d'autres. Merci beaucoup d'être venu. Vraiment pas de cas, merci. À très bientôt. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Aliyah. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Aliyah Story, c'est vous, c'est nous.